Mesdemoiselles, Messieurs, nous en étions, dans ces principes du service public, à un paragraphe 3 sur la gratuité. La gratuité, et même, je vais vous dire directement ce que je vais prouver dans ce paragraphe 3, puisque le titre du paragraphe 3 va être « La gratuité n'est pas un principe du service public ». Paragraphe 3, la gratuité n'est pas un principe du service public. Alors, c'est parfois l'image, en effet, que s'en font les gens. Le service public devrait être gratuit. On va voir que, de manière assez évidente d'ailleurs, le service public n'est pas et n'a jamais eu à être gratuit. D'abord, je vous propose de voir ça dans un grand A qui sera très court et j'espère très efficace. Grand A, l'absence de gratuité des SPIC. Grand A, l'absence de gratuité des SPIC. Il y a une chose pratiquement évidente. C'est que lorsque l'on fait un service public industriel et commercial, l'idée est que l'objet du SPIC est bien de vendre quelque chose. Si on vend quelque chose, en aucun cas ce service public industriel et commercial se doit d'être gratuit. Considérer qu'une activité commerciale serait gratuite est complètement incongru. Donc, ce simple exemple, cet exemple majeur de tous les SPIC, eh bien, peut déjà vous démontrer qu'il n'y a pas de principe de gratuité des services publics qui serait attaché au fait qu'il y ait un service public. Les usagers des SPIC payent le service et même la rémunération sur les usagers fait partie des critères qui définissent le SPIC par rapport à la rémunération par l'impôt qui fait partie des indices, du faisceau d'indices qui définissent le SPA. Donc on voit bien tout de suite que l'idée que la gratuité puisse être un principe du service public ne tient pas debout. Ce qui laisse entendre, malgré tout, que dans l'esprit du service public, il doit bien y en avoir des gratuits, c'est peut-être plutôt les SPA. Je vous propose de passer à un grand B, une gratuité conditionnée pour les services publics administratifs. Grand B, une gratuité conditionnée pour les services publics administratifs. Pour les SPA, certains ont pensé que la gratuité pouvait peut-être être érigée en principe du service public administratif. Et il y a eu des contentieux en ce sens. La jurisprudence a très clairement répondu par la négative en disant non, il n'y a pas de principe de gratuité dans les services publics administratifs, dans un arrêt d'assemblée, un arrêt auquel je mets 3 étoiles, l'arrêt principal de cette question de la gratuité, un arrêt d'assemblée, Conseil d'État, Assemblée, 10 juillet 1996, Conseil d'État, Assemblée, 10 juillet 1996, Société Direct Mail Promotion. Conseil d'État, Assemblée, 10 juillet 1996, Société Direct Mail Promotion. Alors, malgré tout, malgré ce principe de non-gratuité, il y a des hypothèses dans lesquelles on va considérer que certains SPA sont gratuits, sont marqués, eux, par un principe de gratuité. Ces services vont être les secours, et notamment les secours en montagne, les pompiers dans les incendies ou les bateaux de secours. Ces services de secours sont en principe gratuits. Le principe en question est posé par une ordonnance très ancienne, un texte, une ordonnance à l'époque, du 11 mars 1733. Ordonnance du 11 mars 1733. Cette ordonnance a été confirmée par une loi du 11 Frimaire en 7. 11 Frimaire en 7, après la Révolution. L'an 7, sachant que l'an 1 c'est 1792, ça veut dire que l'an 7 c'est 1799. Actuellement, il s'explique, ce principe de gratuité des secours, parce que l'émission de secours se rattache au pouvoir de police. Et vous pouvez faire donc le lien entre le début de notre cours sur la police administrative et puis ici les éléments sur le service public. Vous le connaissez, le pouvoir de secours, il est en lien avec l'article L 2212-1 du Code général des collectivités territoriales que nous avons vu ensemble. Et il est aussi bien souvent de la compétence du préfet, parce que les dépenses de secours sont parfois importantes dans certains cas et de la compétence du préfet. Alors, justement, il s'agit,
quand il y a des dépenses de secours, de dépenses obligatoires pour les communes. L'article L2321-2 septièmement et l'article L2321-2 septièmement du CGCT prévoit que dans les dépenses obligatoires, que la mairie est obligée de payer et d'inscrire à son budget, il y a les secours. Et lorsque la mairie ne veut pas payer ces dépenses obligatoires, lorsqu'elle ne veut pas les inscrire au budget, que se passe-t-il? Eh bien, c'est le préfet lui-même qui va les inscrire obligatoirement. L'avantage d'être une dépense obligatoire est que le préfet peut les inscrire si la commune ne veut pas le faire. On comprend aussi philosophiquement pourquoi les secours sont en principe gratuits. Il y a une situation de détresse de la part de certains administrés, quelqu'un qui s'est cassé la jambe en montagne, et il faut donc venir la chercher. Sans ce secours, cette personne mourrait en pleine montagne de froid. On ne peut pas conditionner le sauvetage de quelqu'un à ses capacités à payer le sauvetage en question. Donc, cette situation de détresse conduit à ce qu'il y ait un principe de gratuité. Il y a une petite nuance et des exceptions. La petite nuance, c'est que la jurisprudence a accepté que ces secours fassent l'objet de temps en temps d'un remboursement des frais exposés pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique. Donc, un remboursement des frais exposés pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique. C'est-à-dire que, par principe, ces secours sont gratuits, pas de problème. Mais que si, dans les secours, il a fallu faire des choses un peu supplémentaires, par exemple, plutôt que d'aller conduire à l'hôpital le plus proche, l'hélicoptère est obligé de faire 200 km de plus pour aller conduire quelqu'un dans une clinique privée parce qu'il l'a demandé. Cette clinique privée, qui fait 200 km de plus, qui consomme beaucoup de carburant et de temps pour les gens de l'hélicoptère, eh bien, va être une prestation particulière qui ne relève pas de la nécessité publique. Auquel cas, les services de secours vont pouvoir demander le remboursement de ces kilomètres supplémentaires et de tous les frais qui y sont attachés. La jurisprudence a été assez claire sur ce point. Conseil d'État, 5 décembre 1984, Conseil d'État, 5 décembre 1984, ville de Versailles. Ville de Versailles. Alors, ça c'est la nuance. Quand on a des prestations supplémentaires qui ne relèvent pas de la nécessité publique, eh bien, on doit les rembourser. Deuxième chose, c'est une ou plusieurs exceptions. Il y a des exceptions. De temps en temps, on va devoir payer les secours. Ces exceptions ne sont valables que quand il y a des lois spéciales qui imposent le paiement des secours. C'est le cas notamment en montagne. En montagne, il y a, vous l'ignorez peut-être, des lois spéciales pour la montagne, des grandes lois, qu'on appelle d'ailleurs la loi montagne. Cette loi montagne, qui a été modifiée depuis, est une loi du 9 janvier 1985, loi du 9 janvier 1985, montagne. Dans son article 97, eh bien, la loi montagne laisse la faculté aux communes, celles qui supportent dans les stations de ski tous les frais que représentent tous les sauvetages de tous les gens qui sont sur les pistes de ski. Vous vous rendez compte que pour un petit village de montagne, sauver tous les gens qui ont des accidents sur le ski, c'est une énorme charge. Eh bien, cette loi permet à ces communes de montagne de se faire rembourser tous les frais qu'elles ont engagés pour les victimes d'accidents liés à la pratique du ski. Cette dérogation, évidemment, ne s'applique que dans la mesure où la commune aura auparavant informé les usagers des tarifs en vigueur. C'est-à-dire que la commune aura prévenu que, eh bien, il y a un paiement, il y a des frais lorsque on est sauvé. C'est pour cette raison d'ailleurs que, vous le voyez, donc quand vous allez dans les stations de ski, vous avez intérêt, et il vous incite à prendre une assurance, ce qu'on appelle les carrés-neige ou les cartes-neige. Il y a plusieurs noms à ce type d'assurance. Qu'est-ce que c'est que ces assurances? Ce sont des assurances où, lorsque vous avez un accident, eh bien vous avancez les frais, mais on vous rembourse. Ces assurances sont souvent un petit supplément à ajouter au forfait que vous avez lorsque vous prenez des pistes de ski tous les jours. Il y a des hypothèses d'ailleurs dans lesquelles d'autres assurances jouent. Il faut regarder vos assurances familiales, celles de la maison, parfois couvrent les accidents de ski
et donc aussi tous les frais afférents au secours. C'est aussi le cas d'un certain nombre de cartes bleues, par exemple les cartes bleues Gold. Certains les prennent quand ils vont souvent en vacances au ski, parce que la carte bleue Gold comprend une assurance en cas d'accident de ski et de secours nécessaires. Alors, l'air de rien, cette exception à la gratuité est limitée. C'est notamment limité parce que le texte prévoit que cette limitation porte et ne vaut que sur les accidents liés à la pratique du ski alpin et du ski de fond. Et donc ça veut dire que tout ce qui est les autres formes de secours à la suite d'un accident, par exemple un alpiniste, reste à la charge des communes. Pour le ski lui-même, eh bien, les communes peuvent se faire rembourser en indiquant les frais et en le disant avant, pour que les gens puissent prendre une assurance. Pour l'alpinisme, quoi qu'il en soit, c'est toujours la commune qui va être responsable et qui donc plutôt va payer gratuitement, accorder les secours. Cette gratuité va aussi avoir lieu en matière de transport sanitaire. La loi de 1986 relative à l'aide médicale d'urgence et au transport sanitaire prévoit qu'en dehors des missions exercées dans le cadre de la participation des services de secours au dispositif de l'aide médicale urgente, eh bien, la gratuité des transports ne se justifie pas. Ça veut dire que lorsqu'il y a vraiment urgence et que vous prenez le SAMU ou un camion de pompiers qui vient vous sauver, alors c'est normal, c'est gratuit. Mais lorsque ça n'est pas une aide médicale urgence, une détresse, alors, si vous devez prendre ce type d'ambulance, eh bien, vous devez payer. Là encore, de temps en temps, la sécurité sociale va prendre le relais. Par exemple, des personnes qui sont prises à 100% par la sécurité sociale parce qu'elles ont des maladies de longue durée ne vont pas toujours payer l'ambulance qui va les conduire euh, à leur centre de cancer pour avoir les soins. Il y a des personnes qui sont emmenées par taxi parce qu'ils n'ont pas de famille, toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine pendant leur traitement sur le cancer par des ambulances. Normalement, ces ambulances, ils devraient les payer. Ça n'est pas de la détresse, ça n'est pas de l'aide médicale urgente, mais la sécurité sociale, dans ces cas de longue maladie, va quand même prendre en compte les ambulances. D'accord ? Donc vous voyez qu'il y a aussi d'autres systèmes palliatifs, même quand ce n'est pas urgent, mais normalement, une ambulance, quand ce n'est pas urgent, vous devez la payer. Troisième exception, c'est le fait que de temps en temps, les communes vont être remboursées par l'État. Une loi de 1987 donne la possibilité aux collectivités locales, c'est-à-dire aux communes, départements, régions et aux établissements publics, de se faire rembourser par l'État tout ce qu'elles auront dépensé. C'est notamment le cas lorsqu'il y a des catastrophes naturelles de grande ampleur, comme on en voit régulièrement tous les ans, et comme cela même se multiplie avec le dérèglement climatique. Lorsque une commune se voit atteinte par une inondation, une tempête, un typhon, eh bien, elle va nécessairement investir beaucoup à ce moment-là, dépenser sans compter pour des secours plus rapides, pour louer un système qui va créer de l'électricité parce qu'il n'y en a plus, pour payer de l'eau potable pour que les gens puissent survivre ou à manger, ou même donner à manger aux secouristes. Eh bien, toutes ces dépenses liées à les sauvetages, dans ce cas-là, vont pouvoir être remboursés par l'État aux communes. Les communes peuvent demander à l'État de leur rembourser ces opérations de secours. Il est évident que ce sont des charges qui sont la plupart du temps bien au-delà du budget d'une seule commune et par conséquent, cela pourrait ruiner une commune pour des années à cause d'une catastrophe naturelle. Au fond, certaines communes ont des budgets qui ressemblent à des gros budgets familiaux. Hein, et si elle dépense beaucoup trop, eh bien, elle ne peut plus rien faire pendant des années. Donc, vous comprenez que c'est une façon d'avoir la solidarité nationale qui s'applique dans des hypothèses dans lesquelles la commune ne peut pas suffire à assurer la solidarité. Voilà pour les hypothèses dans lesquelles il n'y a pas de principe de gratuité pour les spas, vous l'avez compris, mais de temps en temps, notamment les services de secours, peuvent être gratuits, sauf les exceptions. Voilà comment ça marche. Voyons maintenant le principe de mutabilité. Section 3, la mutabilité. Section 3, la mutabilité. Paragraphe 1er, la mutabilité, un principe nécessitant des mesures d'application. Paragraphe 1er, la mutabilité,
un principe nécessitant des mesures d'application. Qu'est-ce que c'est que la mutabilité des services publics? La mutabilité est peut-être parfois mieux compris par les étudiants qu'on lui donne son autre nom. Son autre nom, c'est le principe d'adaptation continue ou le principe d'adaptation constante des services publics. Principe d'adaptation constante des services publics. L'idée derrière ce principe de mutabilité, de changement, pourrait-on dire aussi, est que les services publics sont censés tout le temps, continuellement, en mutant, s'adapter aux évolutions de la société. Quel type d'évolution? Eh bien les évolutions techniques, les évolutions sociales et les évolutions politiques de la population. Ce principe a eu peu de conséquences en lui-même, il faut bien le reconnaître. Mais un certain nombre de situations juridiques en droit administratif sont effectivement la marque de la mutabilité. D'abord, on va en voir une marque dans le régime des contrats administratifs. Alors, je sais que vous ne l'avez pas encore fait et que ce régime des contrats administratifs, vous le traiterez au second semestre lorsque vous ferez les contrats. Ce principe de pouvoir de modification unilatérale des contrats de l'administration part du principe que lorsque vous avez un contrat avec l'administration, dans l'intérêt du service public, l'administration va avoir le pouvoir de modifier unilatéralement le contrat. Une chose quasiment impossible en droit privé est un principe en droit public. Lorsque le service public dont le contrat est l'action, eh bien, lorsque ce service public a subi des considérations qui le modifient, eh bien on va pouvoir modifier le contrat pour adapter le contrat aux modifications du service public. Ce principe est posé par un grand arrêt du Conseil d'État, 10 janvier 1910, Compagnie nouvelle du gaz de Déville-les-Rouen, DEVI2LE-les-Rouen. Compagnie nouvelle du gaz de Déville-les-Rouen, le pouvoir de modification unilatérale des contrats d'administration dans un objectif de service public. Deuxième idée, c'est aussi l'idée que les administrés n'ont pas droit au maintien d'un service public. Les services publics, vous le savez, fluctuent. Et d'anciens services publics disparaissent ou les services publics disparaissent à certains endroits. L'absence de droit au maintien d'un service public est issue, là encore, d'un arrêt du Conseil d'État, un arrêt auquel je mettrai 2 étoiles. Conseil d'État, section 27 janvier 1961, Vannier, V-A-2-N-I-E-R. Conseil d'État, section 27 janvier 1961, Vannier, V-A-2-N-I-E-R. Le régime du service public ne peut être modifié rétroactivement par l'administration. Mais à un moment où le service public lui-même tombe en désuétude, n'est plus utile, eh bien, on peut, dans ce cas-là, réussir à l'enlever. Alors, il y a plusieurs exemples. J'évoquais la dernière fois l'idée que dans certaines écoles, eh bien, le nombre d'élèves tombait tellement bas que, en dessous de 15, que le ministère de l'Éducation nationale, à travers le recteur d'académie, eh bien, décidait de fermer une classe. Bien souvent, les parents des enfants qui habitent là s'en offusquent, puisque, évidemment, ils vont devoir conduire leurs enfants bien plus loin à l'école et faire plus de trajets ou leur faire prendre un bus de ramassage scolaire. Donc ils préfèrent avoir leur petite école, d'autant que s'il n'y a que 15 élèves, même s'ils sont de différents niveaux, les maîtres et maîtresses qui travaillent dans ces écoles vont spécialement s'occuper de chacun. Ils ont des cours très particuliers, j'allais dire. Donc, des requérants avaient contesté le fait que l'on ferme des écoles. Mais s'il n'y a plus de besoin du service public, l'argent donné à ce service public nécessite qu'on reporte l'argent sur quelqu'un d'autre et qu'on mette l'argent dans une autre école, qu'on supprime 2 écoles qui ne sont pas très utiles et qu'on fasse une classe de plus dans une école qui va recevoir les élèves.
Voyez? Donc, il y a parfois une utilité à adapter le service public à là où habitent les gens. Si on n'avait jamais fait ça, pour être très clair, eh bien, il y aurait beaucoup trop d'écoles dans les campagnes avec beaucoup trop peu d'élèves, et à l'inverse, des classes surchargées à 60 dans toutes les villes de France. Donc, vous voyez bien que si on pousse le raisonnement, il est normal de pouvoir adapter le service public. Mais il y a aussi des services publics qui disparaissent purement et simplement. Je prends un exemple simple, prenons l'exemple de la TSF, c'est-à-dire une forme de communication radio qui existait auparavant. Plus personne n'utilise cette forme de communication radio et on les supprime. On peut aller encore aussi plus loin. Vous savez que le téléphone a disparu. Oui, je sais, vous êtes étonné que je vous dise que le téléphone a disparu. Mais le téléphone filaire, en réalité, a disparu. Le téléphone tel que nous le connaissions il y a encore 20 ans était un téléphone où la voix passait par les fils. Et ça arrivait dans notre téléphone à la maison. Aujourd'hui, la norme qui est utilisée n'est plus utilisée. En réalité, toutes nos communications téléphoniques passent par Internet. Les fils du téléphone continuent à faire des appels téléphoniques, mais ça n'est plus par la norme ancienne du téléphone, c'est par l'Internet qui passe par le fil téléphonique. Et il n'y a donc plus de ligne téléphonique au sens où on l'entendait avant. On a ce même type de phénomène avec l'évolution des technologies. Il n'y a par exemple plus de réseau 2G pour le téléphone mobile, pour les datas. Il y a des réseaux 4G et en ce moment se déploie le réseau 5G. Plus les normes avancent, plus le service public qui existait, ceux qui avaient leur ancien téléphone, va disparaître. On a la même chose avec les normes de télévision. Aujourd'hui, le flux télévision passe en HD ou en 4K, mais les anciennes normes qui étaient faites de 600 et quelques lignes elles-mêmes ont disparu. On ne peut plus brancher une télé d'il y a 30 ans sur les prises télé d'aujourd'hui. Cela ne fonctionne plus. Vous voyez que toutes ces évolutions technologiques obligent peu à peu le service public à s'adapter. C'est le principe d'adaptabilité, de mutabilité des services publics, mais ces normes sont modifiées et elles-mêmes peuvent en abandonner d'anciennes. Donc il y a un principe de mutabilité, d'adaptation continue, d'adaptabilité du service public qui existe. Alors il peut y avoir parfois des conflits entre plusieurs principes du service public. Prenez le cas de la mutabilité, qui peut porter atteinte au principe d'égalité. Un exemple simple, c'est celui de la mutabilité du droit des hôpitaux. Les hôpitaux, vous le savez, existaient de manière plus nombreuse auparavant sur le territoire national. Et aujourd'hui, le ministère de la Santé, les agences régionales de la santé, les ARS, dont on entend beaucoup parler en ce moment, eh bien, ces agences et l'État ont décidé de réduire le nombre d'hôpitaux. Je vous vois d'ici là, à travers la caméra, offusqué, mais oui, c'est pas normal. Que fait-on de notre service public de la santé? On peut le dire, il y a une atteinte forte qui est portée à l'égalité. L'égalité de quoi? L'égalité d'accès à un hôpital. Pourquoi, avec des hôpitaux en moins grand nombre, certains vont devoir mettre 1 heure pour aller à l'hôpital, alors que d'autres vont y être plus rapidement? Est-ce que l'égalité des citoyens devant le service public de la santé ne doit pas permettre qu'on ait des hôpitaux partout? Je vous suis sur ce point. Sauf la mutabilité. Quel est le but de l'hôpital? Rendre le meilleur service possible. Sauver des gens. Et, nous dit le ministère, et on peut le croire sur ce point, les petits hôpitaux n'ont pas les moyens. Et ils sont trop petits, ils n'ont pas assez de spécialistes, et par exemple, on ne peut pas s'assurer qu'une femme qui vient accoucher dans un hôpital aura les soins nécessaires s'il y a une difficulté, et de temps en temps, quand il y a une difficulté dans un petit hôpital, on doit envoyer un hélicoptère pour envoyer la femme dans le plus gros. Alors est-ce qu'on ne doit pas faire des endroits où la femme sait qu'elle va aller accoucher là-bas, mais à l'endroit où elle accouche, un hôpital plus loin, il y aura tout ce qu'il faut, quoi qu'il arrive, pour lui donner le meilleur soin possible et la sauver, elle et son enfant. La mutabilité
et les difficultés, le développement des technologies, des soins dans les hôpitaux nécessitent qu'on concentre les hôpitaux, qu'on puisse leur mettre des gros appareils très 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 chers, qu'on puisse mettre des gens compétents, regrouper tous les spécialistes, mais cette mutabilité s'oppose à l'égalité devant le service public qui est l'accès à un hôpital. Alors vous voyez que ces solutions-là n'existent pas par principe comme celle-là. Ces solutions sont des solutions qui, au fond, sont politiques. Qu'est-ce qu'on fait primer dans tel ou tel cas entre l'égalité devant le service public et la mutabilité du service public, celle qui permet d'avoir de meilleurs soins? On a tout à fait le même type de situation dans l'enseignement lorsque on arrête une classe. Lorsqu'on arrête une classe, eh bien, on sait que si on arrête cette classe à cet endroit-là, c'est pour pouvoir redéployer les moyens. Donc, non seulement les élèves vont changer, mais les maîtres et maîtresses, les professeurs des écoles vont changer, aller dans une autre classe, diminuer la pression sur une autre classe, prendre peut-être 25 élèves ailleurs qui en avaient 10 dans leur petit village, ou 15, et que les 10 élèves qu'ils vont prendre vont enlever peut-être 3 élèves à chacune des 3 autres classes, et par conséquent permettre aux autres enseignants d'enseigner de manière plus adaptée aux élèves qu'elles ont. Vous voyez qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de réponse juridique à ça, il ne peut y avoir qu'une réponse politique. Je voudrais qu'on passe maintenant à un paragraphe 2, l'exigence de qualité et l'évaluation des politiques publiques. Donc, dans la mutabilité, il y a la mutabilité, un principe qui nécessite des mesures d'application, et un paragraphe 2 sur l'exigence de qualité et l'évaluation des politiques publiques. Je vous parlais là de quelque chose qui est relativement moderne. Pas si moderne que ça, c'est quelque chose qui a une vingtaine d'années, mais néanmoins, depuis une vingtaine d'années, on voit se développer cette exigence de qualité et d'évaluation des politiques publiques. De quoi s'agit-il? Cette exigence vise à renforcer, en quelque sorte, la mutabilité du service public. Il s'agit d'un principe de bonne gouvernance. Un principe de bonne gouvernance qui dit à tous ceux qui dirigent un service public, vous devez vous placer dans une démarche de qualité. Démarche de qualité, ça veut dire vous devez évaluer si votre service est un bon service au public ou si votre service est un piètre service au public. Et il faut dire qu'il y a une capacité dans les services publics, une capacité assez réactionnaire à dire mais on a toujours fait comme ça, c'est très bien, il ne faut pas y toucher. Dans les services publics, il y a des acquis. On se dit que les gens qui travaillent pour le service public ont une certaine forme de stabilité dans l'emploi, ils sont fonctionnaires, mais aussi dans les façons de faire. Et par conséquent, puisque le service a très bien fonctionné comme ça, on ne le remet en cause que quand il y a un gros problème ou une inadaptation du service assez voyante. C'est sûr que si, par exemple, le service public de l'audiovisuel était resté avec de toutes petites télés avec des lignes grossières, alors que partout dans le monde, on se retrouverait avec des télés 4K, voire 8K, il est évident que les gens se diraient « mais qu'est-ce que c'est que ce service public? Qu'est-ce que c'est que cette qualité ?» On ne peut pas accepter ça. Donc, mais pendant un temps, quand les autres passent à la HD, à la simple haute définition, à la 1K, on va dire, les gens se seraient peut-être dit, bon, est-ce bien utile? Donc vous voyez qu'il y a une forme de résistance au changement dans les services publics. Pour lutter contre cette résistance au changement, l'exigence de qualité, qui nécessite une évaluation, est assez utile. C'est-à-dire que celui qui dirige un service public doit se poser la question, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on est vraiment dans le meilleur service public possible? Est-ce qu'on a réussi à se réformer assez pour prester un service public de qualité? L'avenir du principe de mutabilité dans le service public est peut-être là. Le principe de mutabilité, je vous l'ai dit au début, avait au fond assez peu d'effets. Lorsqu'on dit il faut savoir s'adapter, il faut savoir muter, cela ne veut pas dire que l'administration est toujours en train de se demander ce qu'elle peut faire de mieux. Elle devrait peut-être, mais ça n'est pas le cas. Avec cette exigence de qualité, on pousse les décideurs publics à rechercher ce mieux pour les administrés, ce meilleur service public. Alors, est-ce qu'on est dans une démarche qui est tout le temps présente?
Regardez à la fac, il est vrai que dans tous les lycées, par exemple, il y a tout le temps des rétroprojecteurs, il y a les professeurs qui peuvent écrire sur le tableau, il y a ce genre de choses-là. À la fac, on a encore bien souvent des stabilos et puis des craies. On ne s'est pas adapté, on n'a pas cherché la qualité du service public sur ce type de choses. Des événements un peu tragiques, comme une pandémie mondiale par exemple, conduisent parfois à remettre en cause. Est-ce que nous avons les moyens de faire des cours à distance? Est-ce que nous avons mis tout ce qu'il faut pour que les handicapés dans l'amphithéâtre aient accès aux enseignements? Ces cours à distance, vous savez que lorsque vous avez une vidéo qui est mise sur certains sites, eh bien, vous avez la possibilité de la faire sous-titrer. C'est-à-dire, vous êtes dans un transport en commun, vous ne voulez pas mettre le son, mettre votre casque, eh bien, vous pouvez très bien lire à l'écran le professeur en train de faire son cours, ce qu'il a écrit à l'écran se montrait, le PowerPoint qu'il a partagé, vous pouvez le voir sur votre téléphone, et vous pouvez lire le cours avec les sous-titres que les sites font automatiquement. Et eh bien, ce service qui n'est pas là d'habitude, parce qu'il n'y a pas de film automatique de tous les cours, eh bien, est peut-être quelque chose auquel il faut penser dans l'avenir. Est-ce que les étudiants en situation de handicap dans l'amphithéâtre ne méritent pas que l'on mette en place dans les amphithéâtres un système de film automatique du cours qui permet aux handicapés d'avoir accès à ce film s'ils le veulent, avec le sous-titrage, si c'est ce qui permet de compenser sa situation de handicap. Vous voyez que ces éléments de mutabilité, parfois grâce à une crise, eh bien, se font plus réels. C'est sur ces éléments que nous finissons notre paragraphe, notre section sur la mutabilité, et puis c'est aussi sur ces éléments que nous finissons tout notre chapitre et même notre titre sur le service public. Plus encore, c'est sur ces éléments que nous finissons complètement le titre premier, la première partie de ce cours, qui comprenait la police et le service public, et que nous enchaînerons sur la deuxième partie à la prochaine vidéo. Merci à tous.